Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, tout le monde connaît la belle explication donnée par Montaigne de son amitié avec la Boétie. Franck Ferrand évoque aujourd'hui le grand penseur bordelais. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Montaigne, dans sa clairvoyance, dans sa modération et sa simplicité, plaît à notre époque. Est-ce pour les bonnes raisons? Je poserai tout à l'heure cette question à Antoine Compagnon, professeur au Collège de France. En attendant, je vais revenir justement sur la belle amitié que Montaigne a su entretenir avec Étienne de la Boétie. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Roger sur l'origine du journal télévisé et des actualités filmées. On peut dire que les unes ont de loin précédé l'autre. Pour le moment, je vous propose de prendre le chemin de cette Aquitaine chère à Jean-Michel Apathy, à la recherche d'un sage nommé Michel de Montaigne. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dans les essais qu'il rédige à partir de 1572 et qu'il va nourrir jusqu'à sa mort, le philosophe Michel de Montaigne fait l'éloge de son ami, l'écrivain et poète Étienne de la Boétie. Montaigne lui rend là un hommage posthume, car cela fait plusieurs années que la Boétie est mort, à seulement 32 ans. L'amitié entre ces deux hommes n'aura somme toute duré que quelques années, 4 ou 5 ans tout au plus, mais elle a été forte. Montaigne et la Boétie sont en quelque sorte comme des frères. Ce sont de jeunes hommes qui viennent du même milieu social et qui partagent le même genre d'élan humaniste. Ils s'entendent évidemment sur la littérature, sur la religion, sur une certaine vision de la société, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est la disparition tragique de la Boétie qui est à l'origine de la rédaction des fameux essais de Montaigne, l'un des ouvrages les plus lumineux de la littérature. La rencontre entre les deux hommes avait eu lieu aux alentours de l'année 1558 à Bordeaux, semble-t-il au cours d'une grande fête. Il faut imaginer Michel de Montaigne, ce jeune homme issu d'une famille de riches négociants bordelais, à la noblesse assez récente, disons-le. Il faut imaginer Montaigne, à 25 ans, qui vient de succéder à son père comme magistrat au Parlement de Bordeaux. Et au cours de cette fête, il est là un peu à l'écart, sans doute. Il va faire la rencontre d'un autre juriste qui a 3 ans de plus que lui. Il a 28 ans, Étienne de la Boétie. Le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas une beauté, mais on remarque tout de suite en lui quelque chose d'assez singulier. Le nom de la Boétie, pour Montaigne, n'est pas du tout inconnu, car il faut vous dire que 10 ans plus tôt, en 1548, alors qu'il était encore au collège, certains historiens affirment qu'il était à Paris, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, Montaigne s'était procuré le manuscrit d'un pamphlet, le discours de la servitude volontaire, un texte des plus érudits, signé la Boétie, texte dans lequel l'auteur se moque des tyrans tout en étant convaincu que le peuple est en quelque sorte incapable par lui-même d'accéder à la liberté. C'est une des limites de la notion selon la Boétie. Alors, le texte avait eu un certain succès à l'époque, bien que la Boétie ait été un parfait inconnu. Montaigne le découvre alors qu'il a une quinzaine d'années et l'on peut dire que cette œuvre est restée gravée dans sa mémoire. Montaigne dira plus tard, je le cite, « Cette pièce a servi de moyen à notre première accointance, car elle me fut montrée longue pièce avant que je ne l'eusse vue et me donna la première connaissance de son nom, acheminant ainsi cette amitié que nous avons nourrie tant que Dieu a voulu entre nous. » Ce qui fait que lorsque Montaigne rencontre la Boétie, il peut mettre un visage sur le nom de cet auteur qui a en quelque sorte marqué sa jeunesse. Il se rend compte que le discours de la servitude volontaire a été écrit par la Boétie alors que lui-même n'avait que 18 ans. Alors qui est-il, ce la Boétie ? Au fil de leur conversation, Montaigne découvre qu'il a face à lui, en quelque sorte, son double. Comme lui, la Boétie vient d'une famille aisée, il est né à Sarlat, en Dordogne, il est fils d'un lieutenant particulier du sénéchal du Périgord, on est dans l'administration royale, locale. Étienne de la Boétie a grandi donc dans cette famille de magistrats. Je cite Anne-Marie Cocula.
mêmes origines marchandes, même prédilection pour les placements en biens financiers et immobiliers, même goût pour la construction ou la restauration de demeures à l'image de leur réussite, même quête de beaux mariages, porteurs d'argent ou de parenté nobiliaire, même passage graduel et calculé de la bourgeoisie à la noblesse, même attrait, enfin, pour les belles carrières d'officiers au service du roi et d'une ambition personnelle nourrie et légitimée par un niveau d'études souvent exceptionnel. Ils ont tout pour se comprendre, ces deux-là. L'adolescence d'Étienne a été assez similaire à celle de Michel. Il a fait des études de droit, de brillantes études. La Boétie était à l'université d'Orléans, l'une des plus réputées dans son domaine, dans tout ce qui concerne les études juridiques. Il a eu sa licence à 23 ans. Comme Montaigne, ensuite, il est devenu magistrat. Autre point commun, la fréquentation de ces cercles humanistes, réformistes, et je fais très attention aux termes que j'emploie, ces cercles qui commencent à foisonner à l'époque. Il y a néanmoins une différence très nette entre les deux hommes, c'est leur niveau d'érudition. C'est vrai qu'ils ont le même goût de la littérature, qu'ils partagent pour les auteurs antiques la même vénération, mais la Boétie a nettement plus, a plus de profondeur. Il possède, lui, une érudition extraordinaire, comme le prouve ce fameux discours de la servitude volontaire qu'il n'avait écrit qu'au sortir de l'adolescence. Montaigne voit donc en la Boétie sans doute un autre lui-même, mais avant tout une référence, un modèle en quelque sorte. En ce sens, les deux hommes ne pouvaient que finir par se rencontrer. Voici ce qu'écrira plus tard Montaigne dans ses essais. Nous nous cherchions avant que de nous être vus, et par des rapports que nous avions l'un de l'autre, qui faisaient en notre affection plus d'efforts que ne porte la raison des rapports, je crois par quelque ordonnance du ciel, nous nous embrassions par nos noms. Et à notre première rencontre, qui fut par hasard en une grande fête de ville, nous nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut si proche que l'un à l'autre. De l'Orfeo de Monteverdi sous la direction de René Jacobs à l'instant sur Europe 1 jusqu'à 15h. Restez avec nous. Franck Ferrand vous fait revivre l'amitié entre deux grands hommes de lettres, Michel de Montaigne et Étienne de la Boétie. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et ce sont deux grands hommes de lettres qui sont à l'honneur cet après-midi sur Europe 1 grâce à vous Franck Ferrand. Et en plus, Michel de Montaigne et Étienne de la Boétie étaient amis. Ils se sont rencontrés, ça y est. Oui, ce sont deux jeunes hommes très actifs dont nous parlons, bien entendu. Ils se retrouvent souvent à la cour, au Parlement de Bordeaux. Les deux noms apparaissent pour la première fois côte à côte dans un arrêt du 6 avril 1562. Montaigne est rapporteur et la Boétie, l'un des conseillers de l'affaire qui les voit réunis sur le papier, si je puis dire. Alors de quoi parlent-ils ces deux hommes? Sans doute beaucoup de religion. N'oubliez pas que nous sommes en plein dans ce conflit terrible, évidemment, la première guerre de religion entre catholiques et protestants. C'est évidemment le grand sujet de l'époque, et c'est un sujet qui intéresse particulièrement et Montaigne et la Boétie. Tous deux sont catholiques, mais tous deux sont assez ouverts, disons-le, et vont être utilisés par leur camp en quelque sorte comme des émissaires de bonne volonté. Vous allez voir ça dans un instant. Ils évoquent sans doute aussi ces fameux auteurs antiques qui sont à la base d'un humanisme en pleine efflorescence et qui, bien entendu, alimentent, nourrissent leur vaste culture. D'ailleurs, la Boétie écrit 3 poésies latines qu'il adresse à Montaigne. Il lui écrit « Pour toi, ô Montaigne, ce qui t'a uni à moi pour jamais et à tout événement, c'est la force de nature, c'est le plus aimable attrait d'amour, la vertu. » Montaigne dira plus tard, dans les essais, à propos de ses années d'amitié avec la Boétie, une chaleur générale et universelle, tempérée au demeurant et égale, une chaleur constante et racise toute douceur et polissure,
qui n'a rien d'âpre et de poignant. Voilà comment il décrit cette chaleur qui le rapproche de son ami. La Boétie et Montaigne n'ont cependant pas le même mode de vie. La Boétie est mariée avec la fille du président du Parlement de Bordeaux, Marguerite de Carle. Il nourrit une haute estime pour le mariage. C'est un homme très droit. Montaigne, à ses yeux, en tout cas à cette époque, lui paraît comme un homme assez volage. Il est d'ailleurs à un moment amoureux d'une femme mariée. La Boétie le met en garde. Il lui écrit: je passe sous silence tous les malheurs qui t'attendent. Une fois entré, si, à l'improviste, le mari se présente par hasard ou assailli d'un méchant soupçon. Si dans ton départ précipité, tu ne connais pas l'existence de la porte de derrière, il te reste le coffre, où t'enfermera la nourrice complice, ou bien la malle étroite, où dans sa hâte, elle te serrera repliée sur tes 4 membres, tremblant, craignant de respirer. Pris-là comme une souris, tu combattras les mythes. Si tu entends « Femme, il est dans cette malle, le vase que nous cherchons », attendant en tremblant le réfort, voire peut-être l'espérant, dans la crainte qu'un cruel rasoir n'émascule plutôt justement l'adultère étendu à terre et qu'il ne mette en garde le reste des maris et ne leur rende service. Que feras-tu ? Vous voyez qu'on s'amuse quand même entre ces 2 amis qui ne manquent pas d'une grande complicité, de beaucoup d'humour. Le poète a constamment peur de ce que pourrait faire Montaigne, n'est-ce pas ? Et c'est intéressant d'ailleurs ce rapport entre eux. L'amitié très forte entre Montaigne et la Boétie est néanmoins entrecoupée de périodes où les 2 hommes ne se voient pas du tout, car ils sont chargés, je vous l'ai dit, de résoudre, en tout cas de contribuer pour leur part à la résolution de cette crise terrible entre catholiques et réformés. La Boétie est chargée par le chancelier de France, par Michel de l'Hôpital en personne, de trouver une solution au conflit. Quant à Montaigne, on le voit à Paris du 26 novembre 1561 au 2 février 62, envoyé par le Parlement de Bordeaux de la manière la plus officielle qui soit, pour remettre au roi, pour remettre à Charles IX un message. Quelques mois plus tard, en juin, Montaigne revient à la cour, il prête serment de catholicité devant le Parlement de Paris. On voit aussi la Boétie s'occuper d'autres missions, il voyage beaucoup, on le voit notamment en Agenais, venir en aide au lieutenant général du roi pour punir un certain nombre de fauteurs de troubles. Le 19 mars 1563 est conclue la célèbre paix d'Amboise entre catholiques et protestants, une paix qui a d'emblée été contestée, notamment par toute une partie de la population qui n'était pas concernée par cette paix, comment pourrait-on dire, c'est une paix à géométrie variable en quelque sorte. C'est un accord qui autorise un certain nombre de personnes à pratiquer le culte protestant, mais sûrement pas toute la population. La Boétie est extrêmement affecté par ce qu'il voit, par les violences de son temps, par l'incapacité des uns et des autres à ne serait-ce que vouloir se comprendre. Il ne se remet pas des massacres religieux dont il se sent en quelque sorte en partie responsable. On le voit songer même à s'exiler et pourquoi pas partir même pour les Amériques. Il s'adresse à Montaigne et à un autre ami, Belot, dans une de ses poésies latines. « Je n'ai en effet nulle autre intention que d'aller, quittant mes dieux l'art, par bateau ou à cheval, là où la fortune m'emportera. » Je vous lis la traduction, bien entendu. « Je suivrai ce projet, sauf si tous 2, vous avez trouvé mieux à faire, pourvu que me soient donnés les moyens de l'exil. Certes, ce mets douloureux et pénible, mais la décision est prise, dire un long et dernier adieu à ma terre natale. » On sent un homme profondément dégoûté. Il a sans doute proposé à Montaigne de le suivre, mais Montaigne, si je puis dire, a le mal de mer. Les mois passent, Montaigne s'inquiète de plus en plus de l'abattement de son ami. Et le 9 août 1563, alors que la Boétie est en train de rentrer d'une mission dans le Périgord et l'Agenais, il est pris soudain de violentes coliques. Il tente de regagner le Médoc, ce Médoc où sont situées les terres de son épouse, qui est son état d'une certaine manière, mais sa santé s'aggrave. Il va devoir s'arrêter en route à Taillan-Médoc, près de Bordeaux, chez un collègue du Parlement, Richard de l'Estonac, qui se trouve être beau-frère de Montaigne.
Dès le lendemain, Montaigne accourt au chevet de son ami, le lapsus ne doit pas être révélateur. Les médecins n'arrivent pas à savoir la cause vraiment du mal de la Boétie. Il s'agit sans doute d'une dysenterie. Alors, vous savez comment on soigne à l'époque toutes ces affections, les saignées, etc. Tout ça ne fait qu'affaiblir la Boétie. Montaigne est là, toujours à ses côtés, malgré le risque de contagion qui est très grand. Et les moments qui vont venir maintenant sont les moments d'un terrible arrachement. L'amitié entre Michel de Montaigne et Étienne de la Boétie, c'est la belle histoire que vous propose Franck Ferrand cet après-midi sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Vous pouvez également poster vos réactions, vos messages et vos questions sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Michel de Montaigne et Étienne de la Boétie ont entretenu pendant quelques années une très forte amitié. Franck Ferrand, vous nous en parlez cet après-midi sur Europe 1. Et on vient de découvrir il y a quelques minutes que Étienne de la Boétie était très malade. Oui, et le dimanche 15 août 1563, on peut dire que pour lui, tout espoir de guérison est évanoui. La Boétie en est à dicter ses dernières volontés. Alors il fait d'abord venir Montaigne, il fait venir son ami, il lui dit: mon frère, par aventure n'étais-je point si inutile que je n'eusse moyen de faire service à la chose publique, mais quoi qu'il en soit, je suis prêt à partir quand il plaira à Dieu. Puis il fait venir son épouse, donc Marguerite de Carles, et son oncle qui a été son tuteur après la mort de ses parents, et c'est à eux qu'il va dicter son testament. La Boétie confie sa fortune à son oncle, il le remercie pour l'éducation qu'il lui a prodiguée. Puis il fait de nouveau venir Montaigne, il lui prend la main et lui dit d'une voix faible: « J'étais prêt à entrer dans mon 33e an. Dieu m'a fait cette grâce que tout ce que j'ai passé jusque à cette heure de ma vie a été plein de santé et de bonheur. Pour l'inconstance des choses humaines, cela ne pouvait guère plus durer. Il était temps de se mettre aux affaires et de voir 1000 choses mal plaisantes comme l'incommodité de la vieillesse, de laquelle je suis quitte par ce moyen. » Et oui, c'est certain que la vieillesse, il ne la connaîtra pas. Les lundis 16, mardi 17, mercredi 18, Étienne de la Boétie prie à de nombreuses reprises. Ses proches sont toujours à ses côtés, dont Montaigne, bien entendu, et c'est à 3h du matin, le mercredi 18 août 1563, qu'il meurt. Depuis le jour que je le perdis, écrira évidemment Montaigne, je ne fais que traîner languissant. Et les plaisirs mêmes qui s'offrent à moi, au lieu de me consoler, me redoublent le regret de sa perte. Nous étions à moitié de tout. Il me semble que je lui dérobe sa part. J'étais déjà si fait et accoutumé à être deuxième partout qu'il me semble n'être plus qu'à demi. Dans un premier temps, Montaigne va décider de tout faire pour surmonter cette extraordinaire épreuve. Il veut essayer d'oublier la mort de la Boétie. Il va se marier avec une femme qui est de 12 ans plus jeune que lui, Françoise de la Chassaigne. Très beau parti du reste, même s'il va la tromper à de nombreuses reprises. Mais petit à petit, on le voit adopter une attitude de réserve, de retrait. Montaigne se coupe du monde. Le souvenir de son ami le hante en quelque sorte. D'autant qu'il va perdre 2 êtres chers dans la suite. Son père en 1568 et puis l'un de ses frères, Arnaud. L'année suivante, Arnaud n'avait que 28 ans. D'autre part, des 6 enfants que Montaigne aura avec son épouse, seule va survivre une fille. En 1571, Montaigne, ennuyé de l'esclavage de la cour, du Parlement et des charges publiques, écrit-il, abandonne donc sa charge de conseiller au Parlement de Bordeaux. Il publie à la même époque les œuvres de la Boétie, comme si c'était somme toute la chose pour lui essentielle, importante. Montaigne cherche alors un refuge. Vous savez qu'il va choisir une tour du château où il est né en 1533, à Saint-Michel-de-Montaigne, en Dordogne, une grosse tour ronde, au 3e et dernier étage de laquelle il installe sa célèbre librairie. Cette librairie de Montaigne qui est un peu à la fois un cabinet de travail et une bibliothèque éclairée par 3 fenêtres, une grande pièce assez remarquable avec toutes ces devises que l'on connaît bien. C'est là que Montaigne lit, c'est là qu'il médite et qu'il écrit. Là, je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, écrit-il, sans ordre et sans dessin, à pièces décousues. Tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte en me promenant les songes que voici.
Dans cet endroit, le souvenir de la Boétie est omniprésent, puisque parmi les nombreux volumes de cette bibliothèque, une centaine ont appartenu à son ami. Des ouvrages qui ont été légués à Montaigne à sa mort, bien entendu. C'est dans cette tour que Montaigne commence la rédaction de ses essais, où il rend hommage à son ami. Il lui dédicace un véritable éloge. Le plus grand que j'ai connu au vif, je dis des parties naturelles de l'âme, et le mieux né, c'était Étienne de la Boétie, écrit-il. C'était vraiment une âme pleine, et qui montrait un beau visage à tous sens, une âme à la vieille marque, et qui eût produit de grands effets si la fortune l'eût voulu, ayant beaucoup ajouté à ce riche naturel par science et par étude. Dans un été avec Montaigne, voici ce qu'écrit Antoine Compagnon. Montaigne et la Boétie étaient prédestinés l'un à l'autre avant de se connaître. Sans doute Montaigne idéalise-t-il leur amitié. Bien plus tard, songeant manifestement à son ami, il reconnaîtra qu'il n'aurait pas écrit les essais s'il avait conservé un ami à qui écrire des lettres. Nous devons les essais à la Boétie, à sa présence, puis à son absence. Bonjour Antoine Compagnon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors nous allons revenir sur cette amitié extraordinaire et puis surtout nous allons nous pencher sur Montaigne et sur tout l'enseignement qu'il a à nous prodiguer aujourd'hui encore. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Michel de Montaigne, son œuvre, sa vie, sa personnalité et son amitié avec Étienne de la Boétie. On en parle avec votre invité, Franck Ferrand. Vous recevez Antoine Compagnon, professeur au Collège de France. Alors Antoine Compagnon, dans ce recueil de vos chroniques radiophoniques, Un été avec Montaigne, c'est un petit ouvrage extrêmement agréable. Vous évoquez bien sûr cette amitié avec la Boétie, vous lui consacrez un chapitre. Sur quoi se fonde-t-elle, cette amitié ? D'abord, il faut dire qu'elle a un grand modèle, c'est le modèle de l'Antiquité. Si bien que, au fond, on ne connaît pas très bien la réalité de cette amitié, puisque il y a le prisme de ces grandes amitiés dignes des grandes œuvres de l'Antiquité. On essaie de s'égaler à un certain nombre des grands antiques. Voilà. Alors, on sait que dans le chapitre des trois commerces, Montaigne compare le commerce des femmes, le commerce des amis et le commerce des livres. Alors évidemment, le commerce des amis est moins passionné, plus stable, plus serein. Et en même temps plus profond. Et plus profond, du coup plus profond. Donc l'amitié est d'une certaine façon supérieure à l'amour pour Montaigne. Mais enfin, tout cela doit mener au livre. Je dis, et notamment pour nos plus jeunes auditeurs, que quand on parle de commerce, là, il s'agit de relation, en vérité, hein, le mode de relation que l'on peut entretenir avec autrui. C'est un sentiment sublime, écrivez-vous, du moins non pas l'amitié ordinaire, mais l'amitié idéale qui unit deux grandes âmes au point qu'on ne peut plus les distinguer. Il s'agit de faire un, au final ? Il y a eu un modèle qui est un peu celui des anges, au fond, de la communication angélique. Mais n'oublions pas que Montaigne aura une amie plus tard, à la fin de sa vie, Marie de Gournay. Et que Marie de Gournay, c'est une jeune femme, et avec elle, il y aura une très belle expérience. Qui le bouscule un peu, on peut le dire. Qui le bouscule et qui sera celle qui éditera son œuvre après sa mort. Donc nous devons beaucoup d'un côté à Étienne de la Boétie, puisque il est vrai qu'il n'aurait pas écrit les essais sans cette rencontre, et aussi sans la mort de son ami, puisqu'il dit « sinon j'aurais écrit des lettres ». Et à la fin de sa vie, Marie de Gournay a joué un grand rôle. C'est elle qui a préparé l'édition posthume, et donc c'est celle dans laquelle nous avons lu Montaigne pendant des siècles. Et là encore, on peut parler d'une amie, au sens propre et au sens fort, quasiment au sens antique. Je crois. Bon, avec une dimension peut-être un peu pédagogique, d'une certaine manière ? Oui, enfin, on ne connaît pas très bien la réalité de ces deux relations. Il est sans doute apparent que Montaigne avait de l'affection pour Marie de Gournay, comme il n'avait pas pour sa fille ou pour sa femme. Il avait trouvé en elle un interlocuteur spirituel. Vous dites il n'y aurait pas eu les essais sans la Boétie. Montaigne le dit lui-même, puisqu'effectivement il aurait préféré s'exprimer par lettres. Mais quel est l'objet de ces essais ? Pourquoi Montaigne s'enferme-t-il, si je puis dire, pour écrire ainsi et pour léguer ? D'abord, je crois que ce qu'on doit à la Boétie, c'est que les essais soient écrits en français. Oui. Puisque c'est le style de la lettre familière. Ils auraient dû être écrits en latin, normalement. Au fond, ils auraient dû être écrits en latin.
Et Montaigne l'écrit en français parce qu'il est dans cette tradition de la lettre familière. Et ça, c'est une énorme dette à l'égard de cet ami mort. Puis ensuite, Montaigne se retire parce qu'il a l'idée, qu'il a aussi, le rattache à l'Antiquité, que c'est plutôt dans la solitude, plutôt dans la retraite, que l'on se connaît réellement, que l'on existe réellement, plutôt que dans l'activité. Il y a cette démarche de connaissance intime, hein, c'est le gnotisséoton des Grecs, il faut se connaître soi-même. Je suis moi-même l'objet de mon livre, écrivait Montaigne. Il faut se connaître soi-même, et pour se connaître soi-même, il faut se retirer de l'activité. C'est un modèle de la contemplation plutôt que de l'action. Et Montaigne raconte, il le raconte dans les essais, que s'étant retiré avec tous ses livres, puisque dans cette tour il avait toute la littérature disponible, déjà, peu de temps après les débuts de l'imprimerie, ce qu'il a découvert, c'était moins la sagesse que l'anxiété, l'angoisse de la réflexion libre, une sorte de mélancolie que donne la solitude, c'est la mélancolie du philosophe ou du sage. Et Montaigne explique qu'il s'est mis à écrire, à prendre des notes pour essayer de contrôler cette inquiétude. L'inquiétude, cela veut dire que la pensée va dans tous les sens, qu'il faut la fixer, la stabiliser. Et il me semble qu'on peut dire que le début des essais a une fonction thérapeutique. C'est donc très moderne que cette écriture qui vise à raconter ses inquiétudes. Quasiment une confession psychanalytique avant la lettre, si l'on peut dire. Quasiment, il y a cette approche. En tout cas, l'idée peut-être de juriste, Montaigne est un juriste, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il faut contrôler ce qui a lieu, et pour le contrôler, il est important de le transcrire, de le prendre en note. Et c'est ce que Montaigne fait. Montaigne est troublé par la diversité du monde et par la diversité des opinions. Et c'est ça qu'il rencontre dans la solitude de sa tour, avec tous ses livres. Il découvre que tout et n'importe quoi a été dit sur tous les sujets. Et donc, il est impossible d'avoir une opinion ferme. Il est impossible de trouver ce que Pascal appellera le point fixe, la certitude. Quel que soit le sujet qu'on aborde, la certitude est impossible. C'est ça qui est angoissant. Est-ce que vous rangeriez Montaigne dans la catégorie de ces écrivains qui, ayant beaucoup fréquenté le monde, s'en retirent, se mettent en marge en quelque sorte et essaient de tirer de tout ce qu'ils ont vécu des enseignements? Il y en a comme ça, on pourrait en faire toute une petite liste. Il se retire dans sa tour d'ivoire. L'image est presque donnée avec Montaigne. C'est un peu plus compliqué que cela. Là aussi, c'est une image que Montaigne voudrait nous donner. Oui, voilà, oui. Parce que Montaigne retournera à l'action. Montaigne a une vie publique très importante, puisque c'est après la publication du premier livre des essais qu'il sera élu maire de Bordeaux, et c'était en 1580, après la première édition des essais, qu'il part en voyage et qu'il va jusqu'à Rome. Donc, nous ne pouvons pas maintenir cette idée d'un Montaigne qui se retire dans sa tour d'ivoire et qui ne retourne pas au monde. Il y a constamment chez lui un va-et-vient entre la réflexion et l'action. Et je crois que c'est ça qui est très important, qu'il faudrait recommander à nos hommes publics, à nos hommes politiques aujourd'hui, c'est de prendre régulièrement de la distance par rapport à l'action, comme Cicéron le faisait, puisque c'est l'un des modèles de Montaigne, et comme il le fait lui-même. Il se retire, il cherche avec grand-peine un certain nombre de certitudes moyennes, puisqu'il est très difficile d'avoir des opinions assurées, et puis il retourne à l'action. Oui, et il va y retourner de façon très importante. Très importante, à la fois comme maire de Bordeaux. Ne l'oublions pas, vous l'avez dit tout à l'heure, au cœur de la guerre civile et dans une région qui est très agitée, et ensuite comme négociateur entre Henri III, et le Valois et Henri de Navarre, futur Henri IV. Donc Montaigne est un homme politique, est un négociateur important, et il est l'un des précurseurs de l'édit de Nantes, puisque c'est en somme sa position politique que celle-là. Il voudrait que la nation française, soit au-dessus des deux religions qui sont le catholicisme et le protestantisme. Il faut dire que l'époque est aussi troublée que la nôtre, sinon davantage. La France est à feu et à sang, et il y a effectivement cette incapacité des deux camps
à se comprendre et à se reconnaître. Ça, pour Montaigne, c'est un défi en vérité. Il voudrait que l'intelligence soit plus forte que ces grandes dissensions. Je crois qu'on ne peut jamais oublier que Montaigne a vécu toute sa vie adulte dans la guerre. Vous l'avez dit tout à l'heure pour le début, lorsqu'il était jeune homme et lorsqu'il est mort en 1592. Bon, la guerre, évidemment, elle n'est jamais de tous les instants. Il y a des moments de paix dans la guerre où on peut vivre à peu près normalement, mais dans la guerre, on n'est jamais sûr du lendemain. Montaigne le dit, en se couchant dans son château, il ne sait jamais dans quelles conditions il se réveillera. C'est ça la guerre. Oui. Et lorsqu'on circule en France, on peut toujours tomber dans une embuscade. N'oublions pas que beaucoup des essais du premier livre des essais ont trait à la condition de la guerre. Comment faut-il se comporter lorsque on est attaqué, lorsque la place forte est prise en état de siège? C'est très pratique. C'est très pratique. Oui. C'est un traité pratique je dirais, comment vivre en liberté dans un état de guerre. Le mot qui revient toujours, qui affleure littéralement quand il est question de Montaigne, c'est ce terme de liberté, justement. Jusqu'où cette liberté et sur quoi porte-t-elle? Nous allons y venir dans un instant. On va essayer de se consacrer dans les quelques minutes qui nous restent à la pensée même de Montaigne en l'extrayant un peu des circonstances qui l'ont vu naître. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Philosophe du XVIe siècle, nous parlons de Michel de Montaigne cet après-midi sur Europe 1. Avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité, vous recevez Antoine Compagnon, professeur au Collège de France et auteur d'un été avec Montaigne aux éditions des Équateurs et France Inter, paru en 2013. Et nous revenons sur les grandes idées défendues par Michel de Montaigne. Alors justement, je voudrais réagir à votre expression, Anissa, grand philosophe. On a de la philosophie une image aujourd'hui quasiment professionnelle. On a toujours à l'esprit les grands philosophes allemands notamment, entre autres. Est-ce qu'on peut ranger Montaigne au rang des grands philosophes, Antoine Compagnon ? Le livre s'appelle Les Essais. Montaigne est un essayiste et n'oublions pas que le mot n'existait pas avant lui. Bien sûr, oui. Il a inventé cette forme qui s'est répandue beaucoup en anglais. D'abord, ce sont Montaigne a eu beaucoup de succès. Vous avez évoqué Shakespeare en langue anglaise. L'anglais est la grande langue de l'essai, puis c'est revenu en France. Mais là aussi, nous avons une tradition française d'écriture de la pensée qui est du genre de l'essai. Chez Rousseau, chez Voltaire, chez Bergson, encore Sartre. Tous les 10 philosophes français ont eu l'envie d'être aussi des écrivains. Ce qui est remarquable dans le style des essais et qui sans doute compte pour une part très importante dans le succès qu'ils ont eu à travers les siècles, c'est le grand naturel du style, un peu un style épistolaire justement. On a un peu l'impression que Montaigne s'adresse à nous comme un interlocuteur. Il nous écrit d'une certaine manière, rien à voir avec le style beaucoup plus compassé qu'on va voir chez un Baldassare et Castiglione par exemple, ou chez un Machiavel tout simplement. Alors c'est un style, c'est le style de la lettre familière. Ce sont des phrases souvent longues que celles de Montaigne, mais ce ne sont pas des périodes. C'est ça. Ce sont des phrases à rallonge. On peut toujours ajouter un compartiment, et Montaigne n'a pas manqué de le faire, puisqu'il a continué à ajouter dans les essais jusqu'au jour de sa mort. Par conséquent, oui, c'est un style libre, et vous avez évoqué Machiavel, que nous n'avons pas encore cité. Il faut toujours penser à Machiavel quand on pense à Juste une génération avant, en fait. Montaigne est véritablement l'anti-Machiavel. Toute sa pensée, on a évoqué la Boétie, mais déjà le texte de la Boétie sur la servitude volontaire, c'est un texte qui est anti-machiavélique, puisqu'il décrit le pouvoir et comment faire tomber le pouvoir. On passe déjà à une autre question qui est celle de la pensée politique, mais je crois que c'est déterminant de penser. On y viendra à cette pensée politique. Prenons les choses peut-être dans l'ordre et commençons par ce qui, évidemment... reste à l'esprit lorsqu'on parle de Montaigne, cette éducation remarquable qu'il décrit, l'éducation qu'il a reçue lui-même et qu'il nous propose quasiment comme un modèle
en vérité? Montaigne nous dit que son père lui a fait parler latin avant le français. Autrement dit, quand il était petit enfant, personne ne lui parlait ni français ni gascon, et le latin est sa langue maternelle. Ensuite, Montaigne développe une théorie... Ce qui s'appelle un socle solide, déjà. C'est pas mal, ça. Voilà. Peut-être que sa langue grecque n'est peut-être pas aussi érudite. Mais elle était raffinée, tout de même. Oui. Mais c'est un parfait latiniste, et c'est pourquoi il est d'autant plus intéressant de noter qu'il a écrit des essais en français. Ensuite, Montaigne a une théorie de l'éducation qu'on trouve dans le chapitre de l'institution des enfants, institution, voulons dire éducation, dans lequel il propose, mais c'est bien connu, la théorie de la tête bien faite plutôt que la tête bien pleine. Autrement dit, il est hostile à l'érudition. Il est hostile à cette éducation qui consiste à bourrer le crâne de connaissances et de citations, et favorable à l'apprentissage de ce qu'il appelle le jugement. C'est le bon jugement qui doit être cultivé, c'est-à-dire la faculté, le discernement, savoir choisir. Vous évoquiez Rousseau tout à l'heure, il y a presque quelque chose de rousseauiste déjà dans cette approche. Bien sûr, Rousseau est très marqué par la lecture des essais de Montaigne, au fond comme tous les écrivains de Descartes jusqu'à presque aujourd'hui. Alors vous nous dites que, et c'est certain, Montaigne est très éloigné de Machiavel, les buts poursuivis sont très différents, sont même opposés, disons-le. Il n'en reste pas moins un réaliste. C'est quelqu'un qui tient compte exactement de l'état des forces en présence et des réalités de la situation. Montaigne pense qu'en politique, la sincérité est plus payante que la dissimulation. Autrement dit, il défend la sincérité et il est hostile à Machiavel et il dit que dans l'action publique, il faut continuer à observer la morale privée. Autrement dit, il refuse l'axiome machiavélien qui veut la fin, veut les moyens et accepte des moyens immoraux. Et Montaigne dit que c'est en plus une raison d'efficacité, parce qu'au fond, le machiavélisme, à ses yeux, ne paye pas. On trompe le peuple une fois, pas deux. Du moins, c'est ce qu'il pense. Et par conséquent, il vaut mieux être sincère, ce qui est un calcul politique à ses yeux de beaucoup plus long terme. Je ne sais pas si nos politiques l'approuveraient aujourd'hui, mais Montaigne ne croit pas qu'on puisse deux fois faire des promesses qui ne seront pas remplies. Ce qu'il y a de frappant avec Montaigne, c'est cette ouverture d'esprit, en quelque sorte, et c'est cette modération qu'il met en tout. Dans son approche d'une période qui par ailleurs est extrêmement violente, extrêmement dure et contrastée. Montaigne est assurément le modèle du modéré. Le modéré. En politique. Au fond, c'est une... Après tout, pour un Bordelais, ça n'a rien de... C'est une tradition du radicalisme français. Moi, je vois assez bien Montaigne comme l'ancêtre de la tradition radicale. Et il y a eu un certain nombre de maires de Bordeaux après Montaigne qui se sont bien inscrits dans cette tradition du radicalisme. Alors justement, lorsqu'on est à Bordeaux, on évoque toujours Montaigne. C'est l'une des grandes figures tutélaires, locales. Mais on colporte sur son compte une mauvaise rumeur. On dit qu'il avait fui la peste et que, alors qu'il était en fonction, qu'il était devenu maire de Bordeaux, il n'est pas resté en poste parce qu'il avait peur d'être contaminé. Qu'est-ce qu'il faut penser de cela ? Écoutez, c'est un reproche qui lui a été fait notamment au XIXe siècle, au début de la Troisième République. On a dit qu'à la fin de son second mandat de maire de Bordeaux, il n'était pas retourné depuis son château jusqu'à la ville de Bordeaux afin de transmettre ses pouvoirs à son successeur. Bon, il me semble que c'est assez excessif de lui faire ce reproche, mais je crois que ce qu'il faut ajouter, c'est que ce reproche lui a été fait au début de la Troisième République, à un moment où on s'en prenait à son conservatisme, puisqu'au fond, Montaigne est un modéré, c'est-à-dire un conservateur. Montaigne est hostile... Il est tout sauf révolutionnaire. Il est hostile aux réformes. Montaigne, je le dis souvent, est l'ancêtre de la théorie de l'effet pervers en politique. C'est ça, voilà. Il pense que les réformes ont toujours des effets pervers. Autrement dit, qu'il ne vaut mieux rien changer, parce qu'on sait ce qu'on a, on ne sait jamais ce qu'on aura. Quand vous dites rien changer, en tout cas, ne pas bouleverser les choses. On peut accompagner quand même une évolution. C'est ce qu'il a fait lui-même. Il faut accompagner. C'est pourquoi Montaigne est plutôt un penseur de la coutume
plutôt que de la loi. Il ne faut pas changer les lois, nous dit-il, parce que nous avons des coutumes et ces coutumes, nous y sommes habitués, nous les avons usées et au fond, on vit bien avec elles. Il y a quelque chose d'un peu anglais chez ce personnage, non ? Mais je crois que c'est la raison pour laquelle il a toujours eu autant de succès en langue anglaise, aussi bien en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis, où il est toujours très lu. Alors nous avons vu que son ami la Boétie était mort très jeune, un peu plus de 30 ans. À quel âge meurt Montaigne ? Montaigne meurt juste avant 60 ans. Autrement dit, la mort de la Boétie, c'est exactement le milieu de sa vie. Une première moitié qui se termine avec cette mort de son ami, et puis assez vite la retraite. Mais Montaigne est mort jeune. De quoi est-il mort d'ailleurs ? Bon, il est mort, on ne sait pas très bien, peut-être quelque chose comme un cancer de la gorge, puisque c'est ce que... Bon, il a été malade de la pierre, il s'est beaucoup plaint de cette maladie, mais ce n'est apparemment pas de cela qu'il est mort. Il meurt chez lui, à Saint-Michel-de-Montaigne. Alors il faut y aller, ça c'est un conseil qu'on peut donner à nos auditeurs. Et n'oublions pas qu'il meurt auprès de sa femme et de sa mère. Oui. Il avait une mère qui a vécu encore très très longtemps, jusqu'au début du XVIIe siècle. On ne sait pas grand-chose sur sa mère. Sa mère est un personnage très intéressant. Probablement... Lorsque son père l'a épousée, elle devait avoir 15 ans, quelque chose de cette sorte. Très jeune. Elle devait être très jeune, puisque son dernier fils est né en 1560, lorsque Montaigne avait déjà 27 ans. Il était l'aîné et il a eu un frère qui avait 27 ans de moins. Qui aurait pu largement être son fils. Qui aurait pu être son fils, oui. Merci beaucoup Antoine Compagnon, on parlerait longtemps de Montaigne, on a l'impression que tout ça passe sur nous, comme disait Giraudoux, comme le fer sur le linge. C'est un bon esprit que celui de Montaigne. Évidemment, allez à Saint-Michel-de-Montaigne, relisez les essais ou découvrez-les tout simplement. Je vous conseille évidemment la biographie de Christophe Bardin, biographie très philosophique d'une certaine manière, qui s'appelle Montaigne, la splendeur de la liberté, chez Flammarion dans la collection Grande Biographie. Et puis, pour accompagner cet esprit de Montaigne, d'Antoine Compagnon, Un été avec Montaigne, aux éditions Équateur, en coédition avec France Inter. Et dans un instant, Franck Ferrand, vous reviendrez sur les origines du premier journal télévisé. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est une question de Roger sur le site europe1.fr. Écoutez bien, Franck, la question de Roger. Depuis quand existe-t-il des actualités filmées et de quand date le tout premier journal télévisé ? Alors, le tout premier journal télévisé, ça c'est très facile et précis. En France, en tout cas, il a été diffusé le 29 juin 1949 sur la RTF, la radio-diffusion télévision française, à 21h. C'était Pierre Sabag qui s'occupait de ce journal à l'époque. Ça durait un quart d'heure environ et ça n'était constitué que d'images. Le premier soir, il a présenté d'ailleurs des images d'un voyage en ballon qui, pour la petite histoire, manque son atterrissage, de quoi faire une grosse frayeur aux jeunes reporters qui avaient embarqué avec leur caméra. Bon, ça c'est le journal télévisé, donc juin 49. Mais il est évident que depuis bien longtemps existaient des films d'actualité. Le cinéma s'est intéressé aux événements de l'actualité quasiment dès le début, puisque vous savez que les frères Lumière filment en 1895 le débarquement des participants à un congrès de photographes à Neuville-sur-Saône, près de Lyon. Il s'agit d'un événement ponctuel qui donc est immortalisé dans une démarche qui se veut déjà quasiment journalistique. Et puis très, très vite, le but va devenir vraiment de témoigner d'une actualité. Par exemple, dès cette fin de 19e siècle, il y a un certain nombre de visites de chefs d'État à Paris qui sont couvertes, comme on dit. En France, Pathé et Gaumont notamment mettent en boîte des reportages sur les lieux des événements. Et dans la fin de la décennie qui suit, des petits films d'actualité cinématographique vont constituer un journal en images par lequel s'ouvraient les séances dans les salles de cinéma. Et ça va durer très longtemps, jusqu'au début des années 1960. Je vous signale à ce propos que la fondation Jérôme Sédou-Pathé, avenue des Gobelins à Paris, propose jusqu'au 16 février un cycle consacré aux films d'actualité Gaumont-Pathé. Quand on aime l'histoire comme nous l'aimons nous, évidemment, c'est à ne pas manquer.